Ce que vous devez faire pour réussir ce cours, vous allez réaliser 3 exercices. Les 3 exercices qui vous sont demandés. Pour chaque exercice, vous devrez rentrer un fichier 3D. Donc c'est un fichier qui a une extension .blend, B-L-E-N-D. Alors, vous avez aussi des fichiers .blend1, ça ce sont des fichiers de backup, donc ceux-là je ne veux pas les voir. Ce qu'il me faut c'est le .blend, le fichier définitif. Donc, vous allez me donner le fichier 3D et le fichier image ou vidéo suivant l'exercice. Par exemple, pour le premier exercice, ce seront des images, donc là vous me mettrez une ou deux, peut-être 3 images. En fait, l'important c'est que vous en fassiez au moins une, mais vous pouvez en faire plusieurs. Pour l'exercice 2, ce sera sans doute une vidéo, et pour l'exercice 3, ce sera aussi une vidéo. Donc voilà, donc vous devrez mettre le fichier 3D et le fichier vidéo. Vous pourrez en fait accessoirement réaliser un 4e exercice. Et donc ce 4e exercice, ce sera un exercice libre, donc vous pourrez faire ce que vous voulez. L'idée est que à travers cet exercice, vous montriez que vous avez bien compris ce dont on a parlé, et donc quelque part que vous ne fassiez pas juste 2 cubes et une lampe, mais quelque chose d'un peu intéressant en fonction de ce que vous avez appris avec les autres exercices. Vous allez aussi réaliser un rapport vidéo qui va un peu faire le bilan de ce que vous avez appris et de comment ça s'est passé pour vous. Je vous en reparle un petit peu après. Les 3 exercices sont indispensables pour réussir. Donc si vous avez ces 3 exercices et le rapport vidéo, et qu'il ne manque rien dans ce lot, donc que j'ai bien les 3 scènes Blender, que j'ai bien les 3 vidéos qui correspondent, que j'ai bien le rapport vidéo, dans ce cas-là, vous aurez réussi le cours. Donc vous aurez réussi, vous aurez acquis le cours, vous aurez 50%. S'il manque un exercice ou s'il manque un fichier vidéo ou quoi, eh bien vous aurez rien du tout, vous aurez 0, c'est tout ou rien. Donc c'est un package, soit vous réussissez, soit vous ratez. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous avez réussi un 4e exercice, par contre, donc vous avez les 3 premiers exercices, les vidéos, etc., et vous avez un 4e exercice, alors vous aurez une évaluation supplémentaire qui vous permettra de monter au-delà de 50%. Le rapport vidéo. Qu'est-ce que j'entends par ce rapport vidéo? Donc vous allez vous filmer avec votre téléphone, avec une webcam, avec une caméra, avec ce que vous voulez. Vous allez vous filmer face caméra et vous allez expliquer comment vous avez vécu ce cours, ce que vous avez appris, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été difficile, là où vous avez eu plus difficile, là où vous avez eu plus facile, et vous allez aussi me dire quelle est la conclusion que vous en tirez. Est-ce que vous pensez que voilà, c'est quelque chose qui peut s'envisager pour vous de continuer dans la 3D, ou plutôt que vous êtes bien rendu compte que c'était pas vraiment votre truc et que vous vouliez passer à autre chose. Sachant que c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas très attiré par la 3D. Donc je veux dire, de ce côté-là, je ne jugerai pas en fonction du fait que vous me dites « Ah oui, moi j'aime bien la 3D ». Non, ce que je veux savoir, c'est comment vous avez expérimenté la chose et comment vous pouvez prendre une décision suite à ce cours-ci et les différents exercices que vous avez faits. C'est ça qui est important. Pour réaliser les exercices de ce cours, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Blender. Blender est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur le site blender.org, donc il n'y a aucun problème pour le télécharger. Vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser de manière commerciale si vous voulez. Enfin bref, c'est vraiment ça l'avantage de ce logiciel gratuit. Il y en a d'autres. Et donc on va voir ça. Donc pour aller chercher l'installation, enfin l'installeur pour Blender, vous cliquez sur le gros bouton là, Download Blender. Vous avez encore un gros bouton bleu sur lequel vous pouvez cliquer si vous voulez l'installer dans le système. C'est votre machine à vous, chez vous. Et ben voilà, vous l'installez comme ça. Vous êtes à l'école, vous n'avez pas de droit d'installation. Et vous êtes sur Mac, pareil, parce que ça tourne aussi sur Mac, oui, quand même. Vous devez aller dans la
touche grise ici pour aller chercher la version portable. Donc pour l'école, vous prenez cette version portable. D'ailleurs, même chez vous, vous devriez prendre cette version portable. C'est trop pratique. En gros, ça n'installe pas le logiciel, ça permet de le faire tourner depuis le dossier que vous aurez téléchargé et décompressé. On va voir ça tout de suite. Donc, on est sur Windows, on va télécharger la version Windows. Sinon, sur Mac, ben voilà, vous avez la version. Vous avez même la version Apple Silicon si vous avez un Apple M1. Et ne venez pas me dire que c'est tellement génial parce que j'y crois pas. Mais enfin voilà. Donc vous pouvez prendre donc ce logiciel par là, donc portable. Hop, on le télécharge. Il va se télécharger. Ça prend un certain temps. Donc voilà, il est téléchargé. Il a fini de télécharger. Je vais aller dans le dossier et on voit que c'est un fichier zippé. Il y a un petit comme une petite tirette dessus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Il faut le dézipper. Alors, si vous êtes sur Windows, par défaut, vous pouvez... parce que vous voyez ici, là, vous avez la case rose, là, ça vous dit que c'est un fichier zippé, qu'il faut l'extraire. C'est bien écrit ici, extraire. Si vous êtes sur Mac, vous avez aussi la possibilité automatiquement de décompresser. Et vous allez faire exactement la même opération, que ce soit sur Mac ou sur PC. Vous allez double-cliquer sur le fichier et glisser ce dossier sur le bureau. De cette manière-là, vous allez le décompresser. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel. Donc vous devez décompresser. J'insiste bien sur la chose. Chaque année, j'ai un tas d'élèves qui « Ah monsieur, ça ne va pas. » Ben non, tu n'as pas décompressé. À un moment donné, enfin voilà, je veux dire, vous ne faites pas ce qu'il faut, moi je ne peux rien faire pour vous. Hein, voilà. À un moment donné, il y a des choses simples à faire. Il faut les faire. Il faut décompresser. Donc, vous décompressez le dossier. Vous allez avoir un dossier qui sera, une fois que ce sera terminé, qui sera installé sur votre bureau. Vous pouvez le mettre sur une clé USB, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Donc, vous voyez que j'ai la version 2.93.3, la dernière version à l'heure actuelle. Peut-être que quand vous irez dessus, ce sera 2.93.4. Peut-être que ce sera 0.5 ou peut-être même que ce sera la version 3. Ça dépend quand vous allez télécharger. Et grosso modo, il n'y a pas de grande différence par rapport à ce qu'on va faire. Vous pourrez toujours faire tous les exercices qu'on va faire parce que je n'utilise pas de fonctions extraordinaires qui disparaissent ou qui ne sont pas encore inventées dans le logiciel. Donc voilà, à partir de cette version-ci, en tout cas, vous êtes tranquille. Vous aurez exactement tout ce qui est dans les vidéos, voire même... si vous avez même une version antérieure, je crois que j'ai fait ça sur la 2.92, enfin voilà. Donc, et blabla, et ça télécharge. Voilà, une fois que c'est téléchargé, pour lancer le logiciel, c'est l'icône Blender ici, vous cliquez dessus, hop, et ça ouvre le logiciel. Voilà, vous allez avoir une première fenêtre qui va s'ouvrir, et qui vous demande est-ce que vous voulez... Moi, je fais tout en anglais, donc si jamais vous voulez mettre français, ou coréen, ou ce que vous voulez, c'est votre problème, mais après, ne venez pas pleurer parce que vous ne comprenez pas mes explications. Moi, elles sont basées sur l'anglais. Donc, je vous invite à rester en anglais. Et tout le reste, vous pouvez laisser tel quel, et cliquer n'importe où ici, sur le côté, et vous avez donc votre logiciel qui est ouvert. On en fera le petit tour tout à l'heure. Donc, vous avez le Blender qui est dans le dossier. Vous pouvez aussi vous faire un raccourci pour l'utiliser. Donc, vous cliquez droit, et vous le glissez soit ici, soit dans la barre de tâches ici en bas. Allez, mettons-le sur le bureau. Je lâche mon clic droit et je fais créer un raccourci ici, voilà, et j'ai un raccourci. Et maintenant, j'ai plus besoin d'ouvrir le dossier. Je vais juste cliquer. Donc, avec le clic droit, je glisse, créer un raccourci. Paf, je n'ai plus qu'à lancer le logiciel en cliquant ça. Ce que vous ne ferez jamais, parce que c'est vraiment pas une bonne idée, c'est cliquer sur vos fichiers pour ouvrir le logiciel. Si vous faites ça et que ça ne marche pas, tant pis pour vous. Voilà, je vous l'aurais dit. Vous faites pas ce que je dis, eh ben tant pis. Vous vous en sortez pas. Moi, je peux plus rien faire pour vous si vous n'écoutez pas. Donc, vous lancez d'abord le logiciel et puis vous ouvrez vos fichiers. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, je clique et après, une fois que j'ai ouvert le logiciel, eh bien, je peux aller faire File, Open, etc. Et on verra comment ça se passe d'ici quelques minutes. Petit tour du propriétaire. Donc en fait, voici l'interface de Blender. Donc qu'est-ce qu'on a dans Blender? Bon, on a les menus classiques. Alors petite subtilité, ici vous avez des tabulations. Chaque fois, c'est un arrangement différent des fenêtres. Donc c'est ce qu'on appelle des workspaces.
Vous trouverez ça dans tous les logiciels. Tous les logiciels vous proposent ça, des arrangements de fenêtres bien particuliers pour faire des boulots. Dans Maya, c'est ici, quelque part au-dessus. Ici, dans Blender, ça se trouve ici. Dans le cas d'Houdini, c'est encore ailleurs. Enfin, voilà. Vous aurez l'occasion de voir tout ça à travers votre cursus si vous continuez en 3D. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc ces menus, on a des outils. La plupart du temps, vous avez aussi soit un menu, soit les outils sont en shelf, comme on dit, donc c'est installé ici au-dessus. Et vous avez un explorer de scène, alors ça va s'appeler un outliner, ça va s'appeler un explorer, ça va s'appeler, je ne sais pas encore quoi, dans Max ça porte un autre nom, enfin bref, chaque logiciel a donné un peu son nom, mais c'est le même principe, c'est une liste des éléments qui sont dans votre scène. Donc ici dans ma scène, j'ai une collection, c'est-à-dire grosso modo un calque, hein, si vous avez déjà fait du Photoshop ou de l'Illustrator, vous voyez ce que je veux dire, un calque. Donc ça s'appelle une collection, c'est un autre nom pour un calque, et dedans j'ai une caméra, un cube et une light, hein, ce sont les différents éléments que vous voyez ici dans ma scène 3D, la caméra, le cube et la lumière. Et donc je les ai ici en liste, ce qui me permet facilement, quand j'ai 2500 éléments dans ma scène, de pouvoir retrouver en faisant une recherche par le nom de l'élément que je cherche, par exemple, ce qui peut être très très pratique. Alors je peux filtrer aussi la manière dont je vois les choses, j'ai différents fils qui me permettent de voir différentes choses, donc ici je suis dans le view layer, mais je peux aller voir aussi d'autres informations qui concernent la scène, donc j'ai plein de possibilités, on verra dans l'utilisation comment on peut éventuellement jouer avec ça. Juste en dessous de cet Explorer, j'ai ma fenêtre de propriété. C'est ici que je vais avoir un tas de possibilités de régler certains paramètres. Si je prends le cube qui est ici, ah ben tiens, je peux faire en sorte qu'il ne soit pas vu ou qu'il soit vu. Je peux faire en sorte qu'il apparaisse d'une certaine manière et pas d'une autre. Par exemple, qu'on puisse le voir que en bounding box. Donc là, on pourrait croire que c'est du wireframe, mais c'est encore différent. Je peux aller lui mettre une subdivision de surface, voilà, tout ça se passe ici, c'est dans la fenêtre des propriétés. Donc on a vu la fenêtre 3D, là où j'ai tous mes éléments, mon espace virtuel, avec le clic milieu, quand je vous parlais d'une souris 3 boutons, le clic milieu, donc j'appuie sur la roulette de la souris, je peux pivoter dans ma scène. Si je maintiens le majuscule et que je fais le clic milieu, je peux aller de gauche à droite. Et si je joue avec la roulette de la souris, je peux me rapprocher ou m'éloigner. Ce n'est pas un zoom, c'est se rapprocher, s'éloigner. Un zoom, ça change la focale. Ce n'est pas le cas ici. Je suis toujours avec la même grosseur d'angle par rapport à ma vision. Donc je n'ai pas d'effet de fish eyes parce que je me rapproche de trop. Je ne suis pas en train d'agrandir mon angle de vision. Vous allez voir ça quand vous ferez de la photo, c'est pour un peu plus tard. Donc j'ai la possibilité, plutôt que d'utiliser ces raccourcis que je vais vous montrer avec la souris, d'utiliser le bouton qui est ici. Donc le zoom me permet, la loupe me permet de me rapprocher, de m'éloigner, la main de pivoter, et la sphère qui est ici avec les différents axes de pivoter dans ma scène. Voilà, je peux aussi passer dans ma vue caméra, c'est-à-dire voir ce que voit la caméra en cliquant sur le bouton de la petite caméra. Il y a un raccourci clavier si vous avez un clavier numérique, donc ça veut dire le clavier qui se trouve à côté de votre clavier avec les lettres, hein. Alors là, vous pouvez taper 0, c'est pareil, ça donne le même effet que d'aller cliquer sur la petite icône de la caméra qui est ici. Et je peux encore, subtilité de la 3D, passer entre la vue perspective. Donc vous voyez, une vue perspective, c'est une vue dans laquelle un élément qui est très loin est plus petit que quand il est tout près. Mais je peux passer dans une vue qu'on va appeler orthographique. Et là, quand mon élément s'éloigne, il ne change absolument pas de taille. Il a toujours la même taille parce qu'il n'y a pas d'effet de perspective. Je suis dans une vue, on va appeler plan. Ici, on pourrait aussi appeler ça une vue isométrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque les jeux comme les Sims, mais vous n'étiez pas né. Bon, bref. Donc, revenons à notre histoire. Donc, en cliquant ici, je peux passer de perspective à orthographique. C'est surtout très intéressant quand je veux me placer
dans une vue de face, de côté, une vue plan de face. C'est très pratique quand je veux, par exemple, dessiner quelque chose qui a un profil bien particulier. Ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est par exemple, si je clique sur la boule X, la petite boule rouge là, je vais me retrouver automatiquement dans le right orthographique. Si je clique sur la petite boule bleue, Z, je me retrouve dans le top orthographique. Donc je suis juste au-dessus de mon objet, enfin de ma scène en tout cas. Et avec le clic milieu, voilà, je peux repivoter et me retrouver dans ma scène 3D, ou je peux le faire en venant par ici aussi, par le gizmo ici qui me permet de pivoter dans ma scène. Alors j'ai différentes choses dans les menus, mais on verra ça en temps voulu. Là, ce sont les différentes manières d'afficher mon objet. Vous vous rappelez qu'on peut le voir en wireframe, en solide, en texturé, bon il n'a pas de texture là, ou en calculé. Donc vous voyez qu'il y a une petite nuance, mais bon, la scène n'est pas vraiment préparée, donc il n'y a pas vraiment un seul. Ouais, si je fais vite fait un seul, donc je vais ajouter un plane. Voilà, et bien on voit qu'il y a de l'ombre. Si je viens en texturé, il n'y a pas d'ombre parce qu'il n'y a pas d'effet de lumière dans le texturé. Et en solide, j'ai un effet d'ombrage, de volume, mais c'est pas vraiment dû à la lumière, c'est juste pour vous faire sentir un petit peu le volume. Ici en dessous, j'ai une timeline, très intéressant quand on veut faire de l'animation, puisque l'animation, c'est une modification à travers le temps. Donc là, ce sont des images. J'ai 250 images à 25 images par seconde. Ça représente une timeline de 10 secondes. Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire plus que 10 secondes, hein. Il suffit que je change le chiffre ici au-dessus, je sais pas, moi je mets 5000, et voilà, j'ai une timeline qui fait 5000, vous voyez que elle est très loin, elle fait 5000 images, et 5000 images divisé par 25, je vous laisse faire le compte du nombre de secondes que ça fait, mais ça en fait quand même quelques-unes. Donc je reviens, allez, à 250, et ici toujours c'est pareil que dans ma vue 3D avec la roulette. Et avec le clic milieu, je peux me déplacer de gauche à droite. Et avec la roulette, là, je peux zoomer, je zoome. Voilà, pour revenir à la zone claire qui va occuper mon espace ici, n'est-ce pas? Ici, j'ai un chariot qui me permet aussi de me déplacer dans ma timeline et de zoomer dedans. Il suffit que je le referme ou que je le réouvre. Et voilà un peu pour l'interface standard, on va dire. C'est le layout, c'est l'interface dans laquelle on va le plus travailler. Après, on va aussi passer sans doute en shading, où là, on voit tout de suite, c'est un peu différent. On a quelque chose comme un éclairage. D'ailleurs, si je me mets ici, j'ai la lampe qui est là, mais si je lui demande d'utiliser... Alors, c'est ici, ouais, ok, je ne veux pas cette lampe. Ok, il faut que je fasse d'autres réglages pour dire que ça donne quelque chose, mais on voit ici sans la lampe. Tout de suite, on a un peu moins d'effet. Donc, ouais, c'est parce qu'ici, je n'ai rien dans mon environnement. Donc, la petite boule rouge ici, c'est l'environnement. Vous verrez dans les exercices, vous verrez comment c'est facile. Si je prends par exemple un Sky Texture, qui est un peu violent. Donc, on va un peu diminuer et on va un peu changer... Voilà, enfin bref, ce genre de choses. On va voir comment on peut faire des choses nettement plus intéressantes que ce que je suis en train de vous montrer là. Bref, on a le shading là où on va travailler les matériaux, les textures et différentes choses. Le rendering, c'est pour voir le résultat, mais on utilisera très peu cette fenêtre. L'UV editing, vous vous rappelez les UV, ce qui permettent d'accrocher les textures, on verra un petit peu. Sculpting, on va pas passer dedans. Modeling, en fait, on va pas y passer parce qu'on peut tout faire dans le layout, donc voilà. Et animation, pareil, on va pas trop y passer non plus parce que ça ne sert à rien d'aller chercher une fenêtre particulière ou un workspace particulier quand on a tout sous la main. Donc, voilà un peu l'interface. Alors, on aura l'occasion d'explorer tous les menus, etc. au fur et à mesure de notre travail. Ne vous inquiétez pas. Et les raccourcis sont difficiles à appréhender au début parce que, voilà, vous tombez dedans, hein, et il y a beaucoup de touches et toutes les fonctions ont un raccourci. Mais vous allez voir qu'à force d'utiliser, ça va venir. Ce sera facile.